Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 226. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'autre jour, j'avais besoin d'une photo pour illustrer un post. Je n'avais rien qui me convenait sous la main. De toute façon, une photo de moi, ça aurait pas marché. Je parlais d'un événement où on pouvait aller boire un verre avec le fondateur d'une licorne. Une licorne, boire un verre. J'ouvre ChatGPT et j'écris « Créer une photo d'un pub bondé où une licorne est en train de boire une bière ». Et bam, me voilà avec une photo un peu étrange, mais franchement réaliste, d'une licorne en t-shirt et en jean en train de boire une mousse au comptoir. Improbable, ça a beaucoup plu à mes enfants. Ce que je comprends, c'est que les choses vont très vite. La dernière fois que j'avais tenté une illustration avec une IA, c'était il y a environ 6 mois et ça m'avait donné un chien bizarre à qui il manquait un œil. Pas très concluant, mais 6 mois plus tard, avec le plus nul des prompts, toutes les personnes qui font de l'IA vous diront que ce prompt était vraiment bien nul, et même avec un prompt ultra basique, j'obtiens un résultat plus que satisfaisant. Tout ça pour dire que l'IA va plus vite que nous et qu'il est grand temps de se pencher sur la création d'images. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment s'en servir, ce que ça dit de nos sociétés et comment ça peut influer sur l'image de marque et l'expérience utilisateur. Pour tout décrypter, j'ai invité l'une des pros de la création d'images avec l'IA. Vous connaissez sans doute sa version de Marie-Antoinette. J'ai nommé Manon Verbeek et je vous propose de l'accueillir tout de suite. Bonjour Manon, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je te suis depuis très longtemps sur LinkedIn. Donc c'est un grand bonheur pour moi de te recevoir sur le podcast du marketing pour parler d'un sujet que je ne maîtrise pas du tout. On en parlait en off à l'instant. Ça m'intéresse évidemment beaucoup. Je commence à essayer de me dire qu'il faut que je regarde, mais la réalité c'est que je l'ai pas encore fait. Donc je vais découvrir tout ça avec toi là tout de suite en live, en direct sur le podcast et je suis à peu près sûre que je ne suis pas la seule parce que c'est quand même tout nouveau, on va se dire les choses. On va parler d'IA et d'images avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Manon, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Carrément. Alors, je suis designer et formatrice. Je vulgarise en ligne, je crée du contenu sur le design et notamment comment utiliser le design dans ton entreprise en ligne quand tu es indépendant ou une entreprise. Je suis maman de 2 enfants et je suis ce que j'appellerais dans mon petit jargon une fausse créative, c'est-à-dire que j'ai presque autant un amour des maths, du code, du dev, des automatisations et ce genre de choses que j'en ai pour l'art et le design. Trop bien. Mais alors, du coup, c'est rigolo ce que tu dis là, parce qu'effectivement, on s'attend en général à se dire, bon, quand t'aimes la créa, t'es littéraire, etc. Tu vois, moi, j'ai fait L parce que j'aimais la créa, etc. Tous ces trucs-là. Pas du tout. Mais ça tombe vachement bien parce que, effectivement, quand on pense IA et créa, IA, c'est quand même du dev, c'est du code, c'est des chiffres, toutes ces choses-là. Donc, t'as trouvé, en fait, le petit combo parfait, j'imagine, c'est ça ? Ouais, moi je m'amuse vraiment beaucoup. Je suis ce genre de designer qui a pu par le passé coder des petits programmes pour générer des images des images générées par l'ordinateur et clairement c'est pas tout le monde qui a ce genre de petits gimmicks, de petits kiffs. Donc oui, moi je m'éclate beaucoup avec les IA. J'aime beaucoup aller chercher ce qui est possible, questionner les usages et voir aussi quelle place ça prend dans nos métiers ou dans nos quotidiens. Ouais, et ça commence à prendre pas mal de place, évidemment, les IA qui génèrent des images. Quand on parle d'IA qui génèrent des images, on pense à des IA type Midjourney, je mets un prompt et boum, j'ai une image qui va sortir, qui peut être une image illustration, une image photo. Maintenant, on a de la vidéo aussi qui est en train d'arriver. Ça va
très 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 vite. Les choses bougent très vite, raison pour laquelle je commence à m'y intéresser en me disant c'est bien Estelle de faire du chat GPT, de faire Mumuse, mais à un moment donné il faut voir aussi les autres trucs qui s'y passent, et raison pour laquelle je voulais qu'on discute ensemble avant que tu m'expliques, parce que j'ai plein de questions pour toi pour comprendre comment on peut faire, si c'est compliqué, est-ce que j'y vais pas, des choses comme ça. Avant qu'on rentre dans ce sujet-là, j'aimerais juste que tu m'expliques un petit peu comment ça se passe pour les créateurs, les photographes. Tu vois, il y a pas longtemps, là, moi, j'ai fait une séance photo avec une amie photographe qui m'a fait des photos pour LinkedIn et pour mon site internet, etc. J'ai passé un moment génialissime. Voilà, et ça m'apporte beaucoup de choses aussi pour mon business. Et après ce shooting photo, je me suis dit, punaise, mais en fait, avec les IA, est-ce que on va encore avoir besoin de photographes? Comment ça va se passer au niveau des droits, etc. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu pour un peu comprendre où on en est et ce qu'on sait? Peut-être qu'on ne sait pas d'ailleurs plein de choses encore maintenant. Alors, il y a deux, je pense qu'il y a deux choses dans la question des droits. Il y a qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec nos propres photos, nous, demain. Et il est clair que déjà aujourd'hui, on s'est créé du contenu qui nous ressemble avec nos têtes et nos visages. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'un photographe pour aller créer du contenu de qualité, des images de qualité? J'ai quand même un doute. Moi, la première, je crée des contenus avec ma tête grâce aux IA, mais je fais aussi appel à des photographes parce que c'est pas la même qualité, c'est pas les mêmes intentions, c'est pas le même souvenir par rapport à la séance. Je pense que clairement, on dégage pas les mêmes émotions dans les photos qu'on a pris avec un vrai humain qui nous a fait rigoler en face pour avoir des clichés de qualité. Donc il y a toute cette question-là. Donc je pense que chacun a encore sa place, notamment les photographes. Et après, il y a la question des droits d'image. Je chantais une question peut-être par rapport à est-ce que leur travail sera toujours protégé? Est-ce qu'on peut le remettre dans la machine? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, il y a une vraie question sur ça. Si tu mets des visuels dans Midjourney, va s'en servir pour créer son modèle. Et donc, du coup, entre guillemets, tout ce qui est généré derrière lui appartient. Et donc, tu n'as pas les droits de propriété sur ce qui va être généré derrière. Attends, pardon, je te coupe. Oh là. Que je comprenne bien, parce que c'est important. Quand je mets une photo, par exemple une photo de moi que j'ai prise moi, donc j'ai les droits de cette photo, dans Midjourney génère de nouvelles images. C'est Midjourney qui a les droits sur ces nouvelles images? Ouais. Ah, mais comment ça se passe, ça? Ça veut dire que quand moi, je vais vouloir utiliser la photo générée par mon prompt sur Midjourney, il va falloir que je paye des droits à Midjourney? Il va falloir que je dise que c'est Midjourney? Il va falloir quoi? Alors, il existe plein de types de droits. Donc, ce que je te disais tout à l'heure est vrai. Donc, c'est Midjourney qui a les droits de propriété dessus. Propriété intellectuelle, c'est lui l'auteur. Par contre, toi, tu as les droits d'usage. Tu as les droits d'usage si tu es un abonné gratuit, si tu es un utilisateur gratuit dans Midjourney, tu as les droits d'usage classiques, tu peux t'en servir pour diffuser ces images. Si tu es un utilisateur payant, tu peux t'en servir pour faire du commerce. Tu peux t'en servir pour générer des profits, donc pour mettre sur ta page de vente ou pour les revendre ou ce genre de choses. Donc tu as les droits d'usage. Mais pas que toi, tous les autres utilisateurs aussi. Donc les photos que tu as générées avec ta tête, n'importe qui d'autre peut s'en servir aussi. Oh, n'importe quelle image que tu as générée avec ton logo, que tu as prompté dedans, n'importe qui d'autre peut s'en servir aussi. C'est-à-dire que je génère des images de moi pour utiliser dans ma communication. Donc j'ai le droit de le faire, pas de problème. Mais un journal lambda, je suis devenue ultra célèbre et tout le monde a envie de m'avoir en couverture du dernier Vogue. Vogue a envie de faire une couverture de moi avec l'une de ces images. Vogue a le droit d'utiliser cette image sans payer de droits auprès ni de Midjourney ni de moi et sans me demander l'autorisation surtout. Alors attends, il y a deux trucs qui se mélangent. Parce que t'es pas juriste et je te pose des questions de juriste, mais ça m'intéresse vachement. Non seulement je suis pas juriste, et en plus là je crois qu'il y a une jurisprudence ici qu'on ne connaît pas encore. Mais sans payer de droits, non, puisqu'ils doivent payer l'abonnement à Midjourney. Ça leur confère les droits d'utilisation commerciale. Le problème, c'est que là, on parle d'un cas hyper spécifique qui est le cas de l'identité d'une personne. C'est-à-dire que toi et moi, on a le droit d'utiliser les identités de personnes connues
et les diffuser sans leur demander leur accord. C'est-à-dire que je veux mettre une photo de DiCaprio sur mon site internet, je n'ai pas besoin de lui demander son accord parce qu'il Ok. est identifié comme connu. D'accord. Après, qui est connu, ça c'est plus de l'ordre Ouais. d'un juge d'en décider s'il y a besoin. Mais je peux pas mettre une photo de toi, Estelle, sans te demander ton avis. Mais je suis Une connue, une moi. vraie photo, tu vois, une vraie photo. Oui, oui, je pense, mais tu vois ce que je veux Je dire, rigole. la limite de tes droits, ils sont encore à Bien toi, sûr. t'es pas encore une personnalité publique dans la rue, peut-être, tu vois, je trouve que Évidemment. c'est là la nuance. Mais je rigolais, bien sûr. Moi, j'en sais rien, en fait, tu te fais reconnaître dans la rue? Ça m'est déjà arrivé, Ouais. figure-toi. J'étais dingue. Ouais, c'est vrai que des fois, on a tendance à... On sait plus trop, parce que c'est quand même un milieu restreint, et finalement, il y a une forme de notoriété, mais quand même dans notre bulle. Bref. Mais par contre, concernant les images de portraits à notre image, enfin à notre visage généré, j'ai encore rien lu sur le sujet et je pense qu'il y a une vraie question. Parce que comme on est reconnaissable, de fait, il y a une part de notre identité qui est dedans. La seule chose que tu n'as pas le droit de faire concernant les photos de quelqu'un, c'est, même s'il est connu, c'est des photos qui lui portent Porte atteinte. atteinte. Voilà. D'accord. C'est là la limite. En revanche, demain, j'ai le droit de prendre une photo de DiCaprio, de la mettre dans Midjourney, de sortir DiCaprio selon plusieurs situations, on va dire, DiCaprio qui rigole, DiCaprio qui pleure, DiCaprio qui est content, etc. Ouais. Et d'utiliser ces photos. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais toi aussi, si tu les vois sur mon site, par exemple, eh ben, tu as le droit de les prendre et de les utiliser à ton tour. C'est ça, en fait. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, alors concernant DiCaprio, c'est pas en soi, c'est pas grave. Toi et moi, on a a priori rien à faire avec DiCaprio. Mais mettons, tu crées des visuels pour ton identité qui sont empreints de ton image. Peut-être même que tu as prompté un visuel de ton logo unique créé toi-même. Ben, sache que tout ce que tu génères derrière après, c'est encore une fois utilisable par Midjourney et n'importe quel utilisateur payant de Midjourney pour diffusion. Ouais, donc c'est important quand même d'avoir ça en tête, non pas Mmh. qu'il faille se dire attention, je fais rien avec Midjourney parce que je veux nécessairement tout garder pour moi. En revanche, c'est important de l'avoir en tête pour la suite et pour tout ce qui va se passer après, parce que personne ne sait trop ce qui va se passer dans 2 ans et comment on utilisera toutes ces intelligences artificielles, etc. Et il y a une histoire de partage finalement du travail qui a été fait, qui nécessairement se fait, et Midjourney prend de l'information, prend de la data. Bah oui, ils sont malins, ils font pas ça Ouais. complètement gratuitement. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on met dedans. Je pense, on parlait de nos enfants, etc. En tout cas, c'est mon conseil tout à fait personnel. N'allez pas mettre les photos de vos gosses dedans parce que vous savez pas ce qui se passera, et encore moins ce qui se passera dans 15 ans. C'est comme Facebook où au début on se dit là, c'est trop chouette, je mets les photos de mon petit dernier, etc. Et puis bon, bah après, voilà, il y a plein de choses. Donc petit warning quand même, effectivement, d'avoir en tête que tout ce qu'on génère sur Midjourney appartient à Midjourney. Si on se fait simple, ça Puis donne de la ça. même manière qu'on a déjà bien entendu de ne pas mettre de documents sensibles dans ChatGPT, c'est un peu la même chose dans Midjourney ou d'autres IA. N'allez pas donner du document sensible, donc des éléments d'image qui vous appartiennent, que vous avez créés avec votre sueur et un designer ou un photographe, je pense. Mais ce n'est que mon avis, pareil. Ouais. Vous en faites ce que vous voulez. Non, mais c'est super intéressant d'avoir ce recul-là, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu surexcités avec l'IA et on a tous envie d'essayer, voilà. Et finalement, on ne sait pas trop comment ça va se passer derrière. Donc je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cette excitation, parce que je pense que c'est quand même génial tout ce qui est en train de se passer. Il faut aller tester des choses, essayer, etc. Et en même temps avoir un poil de recul pour se dire attention, pas faire trop de bêtises quand même et pas donner trop de choses, parce que derrière il y a des entreprises évidemment, et que ce serait bien de conserver notre travail aussi pour nous. Ok, maintenant qu'on a fait ce petit préambule sécuritaire, warning, disclaimer, on va pouvoir un petit peu rentrer dans le vif du sujet ok, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire d'IA et d'image? Moi, je t'avoue, maintenant, je vais te dire exactement ce qui s'est passé dans ma tête. Quand il y a un peu plus d'1 an maintenant, l'IA est arrivée de façon démocratisée, on va dire, parce que l'IA existe depuis quand même plus longtemps que ça, évidemment. Mais quand ChatGPT est arrivé à déferler un petit peu dans nos vies, comme je pense beaucoup de gens, je suis allée dessus alors au début un petit peu doucement parce qu'on a tous eu un petit peu peur ou alors d'excitation. C'était un mélange des deux. J'ai testé plein de choses. J'ai finalement commencé à l'intégrer dans mon quotidien, probablement pas encore suffisamment, mais en tout cas ça arrive doucement dans mon travail, etc. En revanche, c'est vrai que les images, je me suis amusée une fois sur DALL-E, mais c'est pas aller plus loin que ça. Parce que
à tort ou à raison, je me suis dit que c'était très compliqué parce que j'ai vu quelques prompts qui me semblaient parfaitement illisibles, où j'avais le sentiment qu'il fallait être un photographe parce que c'était des termes photographiques et que la photographie c'est de la physique, c'est quand même assez technique, voire très technique, et que moi je maîtrisais pas du tout. Donc je suis pas du tout allée regarder ce qui s'y passait. Est-ce que j'ai tort ou raison? Alors, t'as raison, au moment où t'as regardé, il y avait une certaine technicité à avoir pour générer des images qui n'étaient pas normées par le style Midjourney. C'est-à-dire que Midjourney et d'autres outils ont un style propre, puisqu'ils sont paramétrés, ils sont travaillés pour avoir une identité, un style, savoir ce qui est beau en fait, et produire une expression. Si on veut sortir de ça, notamment faire des éléments photographiques, il faut être hyper précis dans ce qu'on demande. Et donc, pour être précis, il faut savoir ce qu'on veut. Et pour savoir ce qu'on veut, il faut avoir de la culture, soit de la culture artistique, soit de la culture photographique, comme tu disais, et c'est clairement de la physique. Il y a toute une partie de ce que j'ai enseigné dans Midjourney dans ma formation qui concerne la physique de l'appareil photo. Hmm. Et quelle est la différence entre telle et telle focale, entre tel et tel boîtier, la profondeur de champ, quels sont les termes techniques et tout ça. Si tu n'as pas ça, tu es obligé de te contenter de ce que Midjourney te sort comme étant son expression artistique à lui et ce qu'il pense être une bonne photographie. Est-ce que, Ceci pardon, étant, je te coupe, mais est-ce que oui. c'est pour ça que alors je sais pas s'ils étaient générés sur Midjourney, je t'avoue que je suis pas allée poser la question, mais enfin depuis un certain temps, ça est en train d'un petit peu changer, mais depuis un certain temps quand même, les photos générées par de l'IA ou les illustrations, parce que souvent c'est entre l'illustration et la photo, on les Ouais. reconnaît tout de suite, elles ont toutes le même Ouais. style. Est-ce que c'est pour ça? C'est parce qu'en fait c'est le style Midjourney quand je m'y connais pas et que je suis le style direct? Exactement ça. Ok. Et c'est ça, et moi en fait, ce qui m'anime et ce que j'enseigne au maximum dans ma formation, finalement, c'est comment sortir de cette norme. Parce que si tu arrives sur un outil Dali, Leonardo, Midjourney, et que tu tapes des prompts très simples, sans intention, juste verbe, action, complément, sujet, machin fait ci dans le pré, c'est l'IA qui choisit le style qu'elle va te donner. Et du coup, elle se sert de ces styles à elle qu'elle a appris durement à travers des images. Et donc, c'est là qui fait que tu retiens, enfin, que tu reconnais très fort une image. Il y a l'autre chose aussi, donc tu as le style, et l'autre chose, souvent, c'est la mise en. La composition de l'image. Ils ont tendance à avoir des compositions parfaites, centrées, et avoir des personnages qui sont parfaits. Et donc, c'est un autre point que je travaille énormément dans la formation et dans des ateliers, c'est comment créer du contenu qui soit imparfait. Hmm. Parce que les IA, elles sont mignonnes, mais en fait, elles veulent faire des gens qui n'ont pas de grain de peau. Elles veulent faire des gens qui ont les cheveux parfaitement brossés, on dirait, comme tu le disais, à mi-chemin entre la photo et l'illustration. On se croirait dans un jeu vidéo très, très léché. Ouais. Et donc, sortir de cette perfection, que ce soit dans la composition, dans les physiques des gens qui sont générés. Midjourney, si tu lui demandes un prompt, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de noir, il n'y a rien. Enfin, les gens, ils sont Ah. blancs, classiques, et ils sont encore plus... en fait, tout est renforcé dans les préjugés. Donc, si tu demandes, que tu dis un secrétaire en anglais, donc il y a un terme Mhm. qui est non genré, ça va être une femme. Si tu demandes un CEO, ça va être un homme. Blanc, hein, tous les deux. J'avais absolument pas pensé à ça, mais donc ça Mhm. veut dire que ça renforce tous les stéréotypes, Mhm. conscients ou Complètement. inconscients d'ailleurs, qu'on peut avoir dans nos Ouais. sociétés, sachant que quand on parle de nos sociétés, on parle des sociétés qu'ont créées ces IA, et donc plutôt Plutôt blanches, occidental, ouais. mâles, occidentales, ok. D'accord, c'est ultra Exactement. intéressant d'un point de vue sociétal, pour le coup, c'est ultra Ouais. intéressant. Ce que j'entends aussi dans ce que tu as dit, et qui pour le coup m'intéresse particulièrement, c'est que moi, si tu veux, comme je voyais ces images qui se ressemblaient toujours un petit peu, enfin en tout cas on les reconnaissait immédiatement, très jolies par ailleurs, hein, c'est pas une question d'esthétique. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'y suis pas allée, parce que je me suis dit, moi j'ai pas envie de m'incarner dans ce même truc. Ça n'est pas du fait de Midjourney, c'est du fait de l'utilisation des personnes qui, voilà, on peut utiliser Midjourney et faire des choses parfaitement différentes de ce style-là. C'est juste que c'est le style basique, on va dire, débutant de Midjourney, ce qui est déjà accessoirement pas mal du tout, mais Ouais. c'est juste le style débutant. Ok. Et c'est de plus en plus facile maintenant d'en sortir, puisque Midjourney propose maintenant un
aspirateur de style, c'est-à-dire que tu peux lui donner en prompt un visuel et il va en copier le style. Et donc, si tu lui donnes un visuel d'une photo, il va copier la lumière, le style de cette photo. Et c'est du coup beaucoup plus simple de sortir de son style à lui qui est un petit peu onirique, tu vois, un peu doux. Si demain je lui donne une photo de Douaneau, je peux lui dire prends le style de Douaneau et reprends mets-moi sur la plage à Deauville, j'habite à Deauville. Oui, Mets-moi sur la plage à Deauville façon Douaneau. Trop bien. oui. Alors D'accord. tu vas lui prompter une femme avec les cheveux lisses au carré sur la plage. Tu ajouteras du coup une référence de personnage avec ta photo, une référence de style avec un tableau de Douaneau, une photo de Douaneau, pardon. J'ai mélangé 2 trucs et oui, il va te sortir exactement le visuel que tu veux, normalement. Excellent. Excellent. Non mais c'est moi c'est là où si tu veux je suis un petit peu et à la fois ça fait presque un peu peur, pas pour l'utilisation mais là où je reste un petit peu sciée, c'est la rapidité avec laquelle tout ça évolue. C'est-à-dire que, Ouais. c'est ce qu'on disait, il y a quelques mois, c'était très difficile d'accès parce qu'il fallait quand même être technicien de la photo, il fallait être photographe en fait Mmh pour mh. utiliser ces IA. C'est une question je mets un peu la réponse dans la question, mais tu vas me dire si c'est le sentiment que j'en ai. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, mois de mars 2024, est-ce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout comme moi en photo, qui a peut-être une appétence sur de la créativité, mais qui n'est pas ni directeur artistique, ni photographe, ni quoi que ce soit, est-ce que c'est facile d'aller sur ces IA, je sais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça des IA génératrices d'images, mais Génératif. bon Je voilà, des Ouais, IA génératives. ouais. Est-ce que c'est facile d'y aller ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça demande un temps vraiment d'adaptation très long ou est-ce que finalement ça devient presque intuitif? Hem, il est clair que les outils de génération font tout pour que ce soit de plus en plus fluide pour l'utilisateur, même sans compétences, de venir les utiliser. Là où avant, il fallait des prompts qui étaient très longs pour pouvoir forcer un style, forcer ce qu'on voulait et pareil pour ChatGPT, avant, il fallait écrire plein de choses pour qu'ils nous comprennent bien. De plus en plus, les interfaces des IA génératives, qu'elles soient textuelles ou visuelles, mettent en œuvre des interfaces simplifiées, une compréhension en langage naturel, de plus en plus efficace. C'est-à-dire que l'ordre des mots, la les mots techniques qu'on peut utiliser ont beaucoup moins d'importance parce qu'en fait, il comprend mieux comme d'un humain à un humain, en fait, ce qu'on est en train de dire. Et j'ai oublié la troisième chose, mais j'étais en train de sentir Mais c'était 3 très doigts. Mais intéressant. voilà, c'était déjà bien. Non, mais du coup, moi qui n'ai pas de formation sur ces IA, tu vois, j'ai un début de formation sur typiquement ChatGPT. Mais demain, je vais aller sur Midjourney. Je vais réussir, d'après toi, à sortir des trucs chouettes sur Midjourney en creusant peut-être un petit peu, en allant chercher des infos, évidemment, en allant regardant ce qui se fait, en étant curieuse. Mais j'ai pas besoin de passer des heures et des heures et des heures de formation pour réussir à utiliser l'outil. Non, alors je me tire une balle dans le pied, mais Ouais. non, tu n'as pas besoin. Tu n'as plus besoin. La troisième chose, le troisième point, c'était l'itération. Comme on est sur des outils maintenant qui sont de plus en plus conversationnels, ça nous permet de se dire: «Ah tiens, là, il faut que je corrige, c'est pas exactement le résultat que j'attendais. Tiens, outil, maintenant ajoute ça dans mon prompt, ajoute ça dans ma demande et produis-moi du coup un nouveau visuel ou produis-moi un nouveau résultat de prompt textuel qui va mieux correspondre à ce dont j'ai besoin». Et donc, grâce à tous ces points-là, de moins en moins tu as besoin d'une formation. Heu, des outils comme Midjourney restent techniques, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de vocabulaire à savoir, comment écrire les choses pour pouvoir insérer au bon endroit pour que la personne elle comprenne, enfin que l'outil comprenne. Mais même Midjourney, qui est pourtant un des plus techniques, a développé une interface qui est en ligne avec des boutons, avec des glisser-déposer ta photo. Et donc en fait, de plus en plus, tu n'as même plus besoin de savoir prompter euh, techniquement dans Midjourney. Tu peux avoir un usage de Midjourney qui est très simple, comme tu peux avoir un usage de Midjourney qui est avancé en allant écrire toi-même tes prompts.
Ouais, c'est ça en fait. C'est que tu vas évidemment pas obtenir la même chose si t'es ultra technique ou si tu débarques comme moi et que tu fais des choses. Il n'empêche que tu vas quand même pouvoir commencer à t'amuser assez facilement sur Midjourney sans rien y connaître. Du coup, c'est pareil, j'ai un petit peu la réponse dans ma question, mais je la pose quand même. Euh, Midjourney et les autres, et on parlera peut-être des autres dans 2 secondes, mais euh, c'est la mort des directeurs artistiques, c'est la mort des créatifs, c'est la mort des photographes. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis convaincue que non. Je suis convaincue, par contre, il faut être malin et il faut pas refuser la modernité. Hem, je préfère les gens qui se posent des questions et qui questionnent les usages plutôt que les gens qui se disent, au veto, au bûcher, au droit de veto et au bûcher. Il y a 2 choses qui sont importantes pour moi, c'est, garder la main en tant qu'humain sur ce qu'on est en train de créer, parce que c'est nous, humains, avec nos émotions, finalement, qui savons, heu, ce que les autres humains ont besoin et ce qu'ils veulent voir et garder la main là-dessus, me semble important et l'autre, c'est garder l'œil sur le fait que, prompter, ça coûte. C'est pas parce que c'est derrière notre écran que ça a aucun impact. Ça coûte, des ressources, même humaines, puisqu'il y a des gens qui travaillent derrière à qualifier les entrées dans les bases de données. Mais ça coûte surtout de l'énergie, énormément d'énergie et donc de prompter avec, je sais pas si je peux dire avec parcimonie, mais en tout cas prompter en étant conscient que chaque prompt, chaque requête qu'on envoie a un coût énergétique, a, qui est pas neutre, qui est pas zéro. Ouais, c'est intéressant que t'en parles parce que pris par enfin, j'allais dire l'émotion, mais l'excitation des IA, etc. On a tous testé des milliards de trucs sur ChatGPT, etc. ou Midjourney ou autre. Là, ce que tu es en train de dire, c'est ok, on s'est amusé, c'est bien de découvrir aussi le truc, mais c'est pas coût zéro et sans être parce que voilà, on n'est pas obligé de se dire ah, c'est très mal, tu travailles, tu fais des trucs et c'est horrible et la planète va mourir à cause de toi. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que quand bien même c'est facile entre guillemets pour nous de balancer des prompts et de faire bosser la machine, elle bosse pas pour rien la machine, ça a des coûts, à mon avis d'ailleurs des coûts qui nous reviendront dessus à un moment donné probablement, des coûts énergétiques, des coûts vis-à-vis de la société en général je pense et d'un point de vue écologique. En gros ce que tu es en train de dire c'est quand bien même Midjourney peut nous proposer, sans y être jamais allé, mais je peux imaginer que ça donne ça, mettons je mets une photo, on reprend cette histoire de Douaneau, je dis à Midjourney, mets-moi en scène à la façon de Douaneau, selon telle et telle situation. Si j'ai pas besoin d'utiliser 25 situations différentes, j'ai peut-être pas besoin de lui demander juste pour le plaisir de faire bosser la machine. On a le droit de réfléchir et de se dire, je vais essayer de demander les choses dont j'ai besoin sans aller développer pour développer. Ça. C'est réfléchir à essayer d'aller prompter directement au plus près de ce que tu cherches et de pas chercher de manière trop large, parce qu'en fait, plus tu cherches de manière large, plus tu vas générer pour aller arriver au résultat que tu veux. Et donc, plus tu réfléchis 2 minutes avant de cliquer sur générer, que ce soit dans ChatGPT ou autre, hein, ou dans Midjourney, plus tu réfléchis à ton prompt avant de cliquer sur générer, moins tu dépenses d'énergie au final. Et je vais te dire que, tu vois, j'ai regardé cette semaine une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui travaillait sur Midjourney et qui montrait voilà, un élément, enfin il faisait un tuto en fait sur un élément précis de Midjourney. Et donc pour montrer la force de Midjourney, de l'IA, justement il avait fait ça, il avait dit bah tiens tu vas me faire telle photo avec telle variable, telle variable, telle variable, telle variable. Et pendant qu'il faisait son tuto, il se rend compte qu'en fait il en a demandé beaucoup trop parce que ça se multiplie. C'est exponentiel. Donc, et ben voilà, donc il se retrouvait avec 250 photos ou illustrations et du coup il ne s'y retrouvait plus littéralement. Et je me suis dit mais en fait c'est d'un point dommage et problématique de générer trop d'illustrations, mais en plus de ça, c'est contre-productif même pour la personne qui produit parce que c'est facile. Le cerveau humain, il sait pas trop bien faire des choix quand même, c'est pas trop son truc. Donc si t'as 3 photos et qu'il faut que tu choisisses avec toi-même, bon ok, laquelle je souhaite conserver, bah tu vas y arriver. Si t'as 250 photos, c'est quand même beaucoup plus compliqué de réussir à faire un choix. Donc ouais, c'est aussi voilà, exactement, tu t'aides pas à demander trop de choses finalement, d'avoir trop de choix, parfois ça tue un peu le choix.
Ok, écoute, c'est très très clair pour moi. Ce qui est un petit peu moins clair, même si on a déjà beaucoup parlé, mais j'ai trop de mal à arrêter cet épisode parce que j'ai trop de questions. Il faudrait que je l'arrête, mais c'est pas grave, je continue quand même. Je vois bien ce que je peux faire avec Midjourney ou autre. Je vois bien que je peux prendre une photo de moi, par exemple, et me mettre dans des situations ou dans des styles aussi différents, comme tu le fais toi si bien avec ton personnage de Marie-Antoinette. Je vois un petit peu moins comment je vais pouvoir utiliser toutes ces photos. Je vois bien, parce que je suis sur LinkedIn, que je pourrais très bien me faire des illustrations sur LinkedIn. Avant, LinkedIn, c'était quasiment que du texte et ça suffisait. Maintenant, si t'as pas une illustration, une photo, bon, ça marche quand même beaucoup moins bien. Donc ça, je vois bien. Ça, je me dis, tiens, c'est chouette, je vais pouvoir faire des choses avec. Voilà, est-ce que tu pourrais me donner une espèce de, sans forcément, tu vois, qu'on y passe 3 heures, mais pour ouvrir un peu le débat, une espèce de panorama des cas d'utilisation, où est-ce que je vais pouvoir utiliser ces visuels? Alors, tu as raison, la première chose, c'est souvent un usage qui revient très rapidement, c'est de s'en servir pour les réseaux sociaux, pour venir amplifier ton visuel et ton texte et accrocher le lecteur. Tu peux t'en servir avec des visuels de toi, mais aussi avec une mascotte, puisque maintenant on peut du coup réussir à reproduire le même personnage d'un visuel à l'autre. Hier, j'ai essayé, je faisais un petit cochon tout mignon et en fait, Midjourney sait très bien le reproduire d'un visuel à l'autre, donc je pourrais très bien maintenant me dire que mon petit cochon, c'est ma mascotte d'entreprise. Bon, ça marche pas pour moi, mais pour d'autres personnes. Et du coup, avoir une mascotte qui se balade et créer des visuels sur les réseaux sociaux ou pour venir illustrer mon contenu. Je peux très bien, aller, générer des, images qui vont pouvoir venir illustrer mes articles de blog, mes headers de sites internet et ce faisant, aller chercher des choses plus pertinentes pour notre entreprise et notre image de marque que des photos, stock. Essayer de sortir de la photo stock où on voit un ordinateur portable avec, un fond en marbre, et des stylos Qu'on a et vu donc 300 fois. c'est ça et donc de créer du visuel, qu'on n'aurait jamais pu avoir, avant. Je pense à un client avec qui on a pas mal travaillé qui avait tout un champ lexical à l'écrit de James Bond et de l'espionnage mais pour autant, il était pas capable de faire des, visuels dans ce style-là, et jamais, il aurait pu trouver les visuels pertinents, donc c'était beaucoup de la banque d'images et en fait, grâce aux, IA, on a pu lui créer tout un tas de visuels avec des espions type James Bond en costard dans des situations complètement différentes et ça fonctionne très, très bien pour venir illustrer, par exemple, du contenu de blog, où on a besoin de beaucoup illustrer pour animer le contenu. Tu peux très bien créer des fonds, uniques, pour, offrir à tes clients ou pour du contenu dans tes formations et ce qui me plaît pas mal aussi, c'est d'animer des visuels, donc tu vois, par exemple, pour une cliente, on a fait des fonds, de champs fleuris et on les a animés avec, Gen 2 donc ces fonds du coup ces fleurs volées au vent et on en a fait une intro de, live pour présenter son programme et ça rend hyper bien et c'est un visuel qui est unique, qui représente tout son programme et qui a pu être animé et qui vient introduire son live de webinaire. Et enfin, un dernier, usage qui me semble intéressant, c'est tout ce qui est ultra personnalisation. Comme tu as la possibilité de personnaliser avec la tête des gens, comme tu as la possibilité de créer plein de visuels, là où avec, un illustrateur avant, tu aurais été plus limité en termes de quantité ou de personnalisation. Là, tu vas pouvoir aller créer des visuels NFT, enfin que tu vas pouvoir vendre en NFT pour accompagner, notamment par exemple de la formation en ligne ou des goodies en ligne. Tu peux aussi créer des choses comme j'ai une formatrice qui a créé des petits pictogrammes, des petits, personnages pour venir illustrer, ses groupes, ses promos de formation et donc chaque promo a son petit personnage qui représente la promo dans le style visuel, dans le style de l'identité de cette formatrice. Voilà, tous ces petits éléments qui vont venir réenchanter l'expérience client et venir amplifier ton image de marque absolument à tous les niveaux de ta rencontre avec ton client. Ce que j'entends dans tout ce que tu me dis là, en tant que marketeuse, c'est image de marque. C'est que en fait tout ça, ça fonctionne
si à la base, tu as un univers et que tu as réussi à définir un univers avec des codes qui te sont propres, personal branding, enfin tu vois, on parle de tout ça, mais c'est de ça dont il s'agit, et que tu arrives à t'approprier ces codes-là pour que quand on voit un visuel que tu as créé, parmi les 253 visuels que peut-être tu as créés parce que l'IA te permet d'en faire plus que ce que tu faisais habituellement, ben on reconnaît que c'est toi parce qu'il y a ces codes-là qui font que on s'approprie le visuel. C'est là quelle est la bonne utilisation de l'IA selon toi? Ouais, pour moi, si tu utilises l'IA en restant générique, donc en n'allant pas, contrebalancer ce que fait, l'IA de manière naturelle, si tu utilises l'IA sans savoir quelle est ton image de marque à toi, si tu utilises l'IA sans savoir, qu'est-ce qui fait quel élément distinctif fait que les gens se disent: «Ah tiens, c'est, Estelle», dans ce cas-là, tu utilises l'IA pour, renforcer l'image de marque de personne, en fait, et de tout le monde en même temps, et comme tu le disais, tu vas créer des visuels qui disent, «Hello, j'ai été créé sur Midjourney», et ça vient pas te renforcer toi. Donc si tu as tout intérêt, en tout cas avant de commencer, à utiliser vraiment les IA pour toi, à te poser la question: «Qu'est-ce qui fait mon image de marque? Qu'est-ce qui est distinctif visuellement de mon identité?» mais aussi en termes de ton et de champ lexical visuel ou champ lexical tout court, de manière à pouvoir prompter de manière intelligente. De la même manière, tu vas pas demander à ChatGPT de t'écrire un texte sans saveur. Tu vas lui prompter dedans ton ton, ton champ lexical personnel, ta manière de te positionner par rapport à ta clientèle. Ah, j'adore. Écoute, je te propose qu'on finisse là-dessus, Manon. Ça me met en joie parce que ça veut dire aussi que le marketing n'est pas mort malgré les Tout à IA et que fait. bien sûr, il va falloir aller un peu se creuser la cervelle quand même, et qu'ils vont pas tout faire et qu'il va falloir trouver ce qui nous différencie, ce qui fait que nous, on est nous et que Estelle est Estelle et Manon est Manon et voilà, on n'est pas les deux mêmes. Mais écoute, merci infiniment, Manon, de nous avoir éclairé, en tout cas moi, de m'avoir éclairé, mais je suis sûre que c'est le cas de plein de gens qui regardent un petit peu ces IA, ces images qui se créent et qui se disent oh tiens ça a l'air super bien, mais en fait est-ce que je suis capable moi d'aller voir ça? Ça me donne envie, je te cache pas, d'aller tout de suite sur Midjourney ou autre et puis d'aller commencer à tester des petits trucs. Mais ce que je retiens, c'est que tout ça c'est bien joli, mais si on n'a pas de stratégie derrière, ça va pas fonctionner. Donc continuons quand même à Et réfléchir. ça arrange bien tout le monde. Nos métiers ne Exactement. sont pas morts, messieurs, messieurs, dames. Et oui, messieurs, dames. J'adore. Du coup, Manon, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus, si on a des questions à te poser, si on veut découvrir ta formation, si on veut savoir comment bien faire des images avec Midjourney ou autre, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Vous pourrez me retrouver du coup sur manon-verbec.com ou sur LinkedIn Manon Verbec. Eh ben génial, je mettrai évidemment tous les liens sur les notes de cet épisode. Merci infiniment. Manon, tu es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci Estelle. Encore merci Manon, c'était génial de pouvoir discuter avec toi de la création d'images avec l'IA. Je suis sûre que les personnes qui nous écoutent sont en train de se dire « Non mais attends 2 secondes, il faut absolument que je m'y mette. » Si c'est le cas, allez-y, allez tester les choses, allez sur ChatGPT, allez sur Midjourney, prenez l'IA qui vous plaît, qui est la plus facile pour vous et testez les choses. Vous allez voir que comme moi avec ma licorne qui boit une bière dans un pub, vous allez réussir à faire des trucs absolument improbables et c'est vraiment très drôle, très chouette. Amusez-vous avec ça. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez développer votre marque, là, faut creuser un petit peu. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir la formation de Manon. Manon, c'est une pro de ces sujets-là. Allez-y, foncez, vous pouvez y aller. Si vous avez aimé cet épisode et si vous en voulez un petit peu plus, moi je vous invite à rejoindre la newsletter du podcast du marketing. On est près de 10 000 maintenant sur cette newsletter. Je vous envoie un email par semaine dans lequel je vous donne les informations sur les podcasts de la semaine. Je vous donne mes bons plans, les jeux concours quand il y a des jeux concours, les cadeaux bonus et puis je vous parle un petit peu de ma petite vie d'entrepreneur. Pour nous rejoindre, c'est sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.